Bienvenue dans le programme Temps de Science. Aujourd'hui nous interviewons le physicien Simone Baroni et parlons du passage du temps et de la différence entre passé et futur. Bienvenue Simone. Merci pour l'invitation. Je vois que tu es venu préparer. C'est un jeu de cartes, n'est-ce pas ? Oui, nous les utiliserons pour comprendre certains concepts fondamentaux et fascinants du temps et de l'univers. Parfait. Simone, commençons comme toujours par quelques questions pour notre public. Mais bien sûr. Salut. N'as-tu jamais vu un verre se briser en 1000 morceaux, pour ensuite voir ses éclats se réassembler spontanément pour reformer le verre initial, et même, par exemple, sauter à nouveau sur la table d'où il était tombé? Ou n'as-tu jamais vu un œuf cassé se recomposer avec son jaune, blanc et coquille? Je suppose que non. Donc, est-il vrai qu'il est impossible que le temps revienne en arrière, c'est-à-dire que le temps s'écoule toujours dans la même direction et jamais en sens inverse? Est-il vrai que ce passage du temps, du passé vers le futur, existe aussi au niveau microscopique des atomes et des molécules? Est-il vrai qu'il est impossible qu'en affinant nos sens, même hypothétiquement, puisse disparaître la différence entre le passé et le futur? Que répondrais-tu à ces questions? Vrai ou faux? Je dirais que toutes ces affirmations sont vraies, n'est-ce pas ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons prouver que ces affirmations sont toutes fausses. Mais comment est-ce possible ? Je vais te le démontrer aujourd'hui en utilisant ces cartes. Tu vois, celle-ci n'est qu'une des propriétés du temps. On pourrait dire que le temps se fait par couches, dans le sens où il possède de nombreuses propriétés qui peuvent être étudiées séparément. Je veux te guider une vidéo à la fois à travers toutes ces couches du temps, et nous comprendrons ce qu'est le temps, pourquoi nous le percevons de cette façon, et même son importance pour notre existence. Aujourd'hui, justement, nous comprendrons pourquoi le passé est différent du futur, et pourquoi le temps ne revient jamais en arrière. Voici le plan d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons comprendre ce qu'est un processus irréversible et quelles en sont les causes. Plus tard, nous utiliserons les cartes pour comprendre 3 concepts très importants sur le temps et notre univers. Enfin, on mélangera ces 3 concepts pour comprendre pourquoi le temps s'écoule inexorablement dans une seule direction. Et on répondra aux questions initiales. C'est un bon plan. Alors commençons. Commençons. Le temps s'écoule du passé vers le futur. Jamais l'inverse, n'est-ce pas? Si un œuf me glisse des mains et se casse, je ne m'attends pas à ce qu'il se ressaisisse et revienne sur ma main. Le temps ne revient pas en arrière. Un processus, un événement comme celui de l'œuf, est ce que l'on appelle un processus irréversible. Irréversible signifie qu'il ne reviendra pas. Ce qui est fait est fait. D'où le proverbe « Ne pleure pas sur le lait répandu, car le temps ne revient pas en arrière. » Qu'est-ce qui rend un processus irréversible ? Eh bien, chaque fois que quelque chose devient chaud, un processus irréversible se produit. Peux-tu nous donner quelques exemples ? Bonne idée. Imaginons que je suis au supermarché et que je pousse un chariot jusqu'à une certaine vitesse et que je le laisse partir. Qu'arrivera-t-il au chariot ? Il ralentira jusqu'à ce qu'il s'arrête ? Exactement. Je ne m'attends certainement pas à ce que le chariot, de sa propre initiative, se remette en marche, revienne vers moi, accélère à nouveau vers moi, n'est-ce pas? Eh bien, la friction entre les roues et le sol a réchauffé le sol et les roues. La friction sur l'axe des roues a chauffé les roues. Quelque chose s'est réchauffé. Un processus irréversible a eu lieu qui ne revient pas en arrière. Le temps ne revient pas en arrière. Pourquoi la friction réchauffe-t-elle? Essaye de te frotter les mains très rapidement. Les mains finiront par être très chaudes précisément à cause de la friction, qui est elle-même causée par l'interaction électromagnétique entre les atomes et les électrons des 2 mains. Un autre exemple. Je me fais une tasse de thé chaud, je la pose sur la table. Que se passera-t-il? Le thé va refroidir. Je ne m'attends certainement pas à ce que de sa propre initiative, le thé chauffe à nouveau et que l'eau redevienne bouillante à nouveau, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a chauffé ici? Eh bien, le thé a réchauffé les molécules d'air, a réchauffé l'air. Quelque chose s'est réchauffé. Un processus irréversible a eu lieu qui ne revient pas en arrière. Le temps ne revient pas en arrière. Le thé, si je le laisse sur la table, une fois qu'il est froid, ne se réchauffe plus.
Donc, je vais résumer. Le temps ne revient pas en arrière parce que des processus irréversibles se produisent partout dans le monde et, à leur tour, ces processus irréversibles se produisent parce que quelque chose devient chaud dans ces processus. Et qu'est-ce qui cause le réchauffement? Pour le savoir, nous devons plonger dans le monde microscopique des atomes et des molécules, puis remonter au niveau des choses que nous voyons de nos propres yeux. En fait, nous irons même plus loin, et nous irons jusqu'à l'échelle des galaxies et de l'univers tout entier. Si nous comprenons ce que signifie la chaleur ou le froid au niveau des atomes, nous comprendrons pourquoi les choses se réchauffent. Voyons ça tout de suite. Plus la température d'un objet est élevée, plus l'énergie possédée augmente pour chaque molécule ou atome dont l'objet est composé. Par exemple, plus la température de l'eau du thé est élevée, plus les molécules d'eau se déplacent rapidement et vibrent également rapidement, comme tu peux le voir ici. Ainsi, ce que nous voyons avec nos yeux comme une température plus ou moins élevée, au niveau des atomes et des molécules, signifie plus ou moins d'énergie pour chaque atome ou molécule, énergie de mouvement ou de vibration. Dans l'exemple de la tasse de thé, comment cela s'explique-t-il et alors pourquoi l'air se réchauffe? Les molécules de la tasse et du thé ont une énergie très élevée et en heurtant les molécules d'air, elles donnent de l'énergie aux molécules d'air et par conséquent, l'air devient chaud. Ce phénomène pour lequel les molécules se déplacent et se heurtent les unes aux autres et échangent de l'énergie est appelé mélange thermique. Et c'est fondamental pour comprendre le déroulement du temps. J'ai le sentiment que tu vas utiliser les cartes que tu as apportées. Exactement, parce que le mélange thermique des atomes et des molécules est comme le mélange des cartes. Comme nous l'avons dit, nous allons utiliser les cartes pour comprendre 3 concepts fondamentaux sur l'univers et le temps. J'ai préparé ce jeu de cartes avec les cartes rouges séparées des bleues. Maintenant, je vais les mélanger. Que va-t-il se passer? Je trouverai les cartes rouges séparées des cartes bleues? Bien sûr que non, les deux couleurs seront mélangées. Effectivement, le concept numéro 1 est très simple. Le mélange met les choses en désordre. Le parallélisme avec la tasse de thé est évident. Les cartes séparées entre rouge et bleu sont mélangées et les deux couleurs sont distribuées. L'énergie des molécules est séparée au début, élevée pour la tasse et le thé, faible pour l'air. Après le mélange thermique, dû aux collisions entre les molécules, l'énergie est redistribuée. Le deuxième concept nous apprend à mesurer le degré d'ordre ou de désordre d'une situation. Maintenant, revenons à la situation avec les cartes bleues et rouges séparées. Retournons les cartes et examinons les détails. Je peux facilement changer certaines des cartes. Par exemple, je déplace le 9 de trèfle ici. Ensuite, je déplace l'as de pique vers cet emplacement. Je peux aussi déplacer le 3 et 7 de trèfle, comme ça par exemple. Mais de l'autre côté, rien n'a changé. Les rouges sont toujours séparés des bleus. Qu'est-ce que cela nous apprend? Je suis très curieux de comprendre ce point. Qu'il y a un très grand nombre de façons de placer ces cartes, mais elles apparaîtront toujours en rouge et bleu, divisées entre rouge et bleu. Ce nombre de possibilités est une mesure du désordre du jeu de cartes, lorsque je ne regarde que la couleur des cartes. Outre un logarithme et quelques autres détails mathématiques, cette quantité qui mesure le désordre du système est appelée entropie. Et elle a été introduite par Clausius en 1865, qui l'a définie justement dans son article comme la somme de la chaleur que le système échange avec le monde extérieur à une température donnée. La chaleur, car un processus irréversible se produit lorsque quelque chose devient chaud. 12 ans plus tard, le grand Ludwig Boltzmann publie un autre article historique dans lequel il démontre la mesure du désordre s'appelle entropie, et c'est le nombre de façons dont les atomes, les molécules, etc. peuvent être réorganisés sans aucun changement de notre point de vue d'être humain. La définition de Boltzmann est le concept numéro 2. C'est-à-dire que l'entropie mesure le nombre de manières possibles que je ne distingue pas avec mes yeux, que je ne vois pas, tout comme je ne pouvais pas voir les détails des cartes, 7 de trèfle, 4 de pique, parce que je ne voyais que les couleurs. Peux-tu nous donner quelques chiffres pour illustrer la mesure du désordre? Certainement. J'ai utilisé 20 cartes ici, 10 cartes rouges et 10 cartes bleues, donc le nombre de possibilités de combiner ces cartes est un nombre assez limité. En fait, ce qui nous entoure est composé d'un grand nombre de molécules, de milliards d'atomes et de molécules.
Et donc le nombre de combinaisons augmente de façon disproportionnée. Prenons donc un exemple un peu plus proche de la réalité. Prenons un récipient de peinture. Je verse de la peinture bleue dans un récipient de peinture rouge. Je mélange pendant quelques secondes ou je le laisse se mélanger seul. Alors qu'avant nous avions les couleurs des cartes, maintenant nous avons les couleurs des deux peintures. Et alors qu'avant nous avions les détails des cartes que nous ne pouvions pas voir, 7 de trèfle, 3 de pique, etc. Maintenant nous avons des myriades de molécules que nous ne pouvons pas voir. Si je mélange les deux couleurs de peinture, que se passera-t-il? Nous allons obtenir de la peinture violette. Exactement. Et il est très peu probable que les deux couleurs se séparent à nouveau. Par exemple, toute la peinture rouge au-dessus et toute la peinture bleue en dessous. Le nombre de façons de combiner les molécules afin que les deux couleurs apparaissent distinctes est égal à 1 suivi de 46,5 millions de zéros. Un nombre énorme, mais dans le cas de la peinture violette, ce nombre serait égal à 1 suivi de 23,57 millions de zéros. Ainsi, la probabilité que les deux couleurs se séparent à nouveau par mélange thermique est en pourcentage 0,0000023 millions de zéros et ensuite un 1. Cela nous amène donc au concept numéro 3. Un système isolé tend à se mettre en désordre et il est très peu probable qu'il revienne tout seul à une situation ordonnée. Précisément parce que le nombre de façons dont les atomes et les molécules peuvent s'organiser dans une situation ordonnée est beaucoup plus faible que dans une situation désordonnée. Tout cela se traduit par le passage du temps du passé au futur car il est très peu probable que la situation revienne à la situation ordonnée de départ. Il est très peu probable que le temps revienne en arrière. Cela signifie que c'est possible, mais il est très peu probable que cela se produise. Ces deux exemples, celui de la peinture et celui des cartes, nous apprennent un autre concept très important. Notre incapacité à saisir les détails des atomes individuels, des molécules individuelles dont sont composés les objets que nous voyons avec nos yeux, est à la base, elle est à l'origine de l'émergence du flux du temps, du passé vers le futur. En d'autres termes, le temps tel que nous le percevons est le résultat d'une vision inexacte de la réalité. En raison de ce flou, le temps de la réalité est différent du temps que nous percevons. Ou même, comme c'est le cas avec le flux du temps, certaines propriétés du temps apparaissent à nos yeux, précisément à cause de ce flou. Mais alors, j'ai une question folle. Vas-y. Si nous pouvions distinguer les détails des molécules individuelles, ne pourrait-on pas remarquer le passage du temps dans une direction ? On ne le remarquerait pas. Je vais te montrer. Regarde cette vidéo. Je commence par ce jeu de cartes précis. Je le mélange, tout comme les molécules sont mélangées par agitation thermique. La vidéo est un peu accélérée pour faire court. Dis-moi, remarques-tu quelque chose en particulier ? Eh bien, c'est définitivement une vidéo inversée, car je ne m'attends pas à ce qu'elle se sépare en rouge et bleu lors du brassage. Très bien. Supposons maintenant que nous puissions distinguer les détails des différentes cartes. Et cette fois-ci aussi, on va les mélanger. Cela ressemble-t-il à une vidéo inversée ? Je dirais que non, tout est normal ici. Mais en réalité, celle-ci est la vidéo à l'inverse de cette autre vidéo. Voici la vidéo originale. Tu veux donc dire que si je pouvais distinguer tous les détails microscopiques de la nature, la différence entre le passé et le futur disparaîtrait ? C'est exact. C'est donc ça ce que tu voulais dire quand tu as dit que le flux du temps est une propriété qui émerge à cause de notre vision floue de la réalité. Pourrais-tu faire une comparaison pour mieux comprendre ? Bien sûr. La surface de ce papier est-elle réelle ? La surface de ma peau est-elle réelle ? Et pourtant, ils sont faits d'atomes. À niveau atomique, il n'y a pas de surface lisse de papier ou de peau. Il y a des atomes qui vibrent, qui bougent, avec des espaces immenses entre eux. La surface émerge à notre échelle. Que signifie « à notre échelle » ? Cela signifie, de notre point de vue d'être vivant, fait des billions de particules. Imagine, tu es face au mur, contre un mur. À quelques millimètres du mur, tu remarques les détails du mur. Peut-être que tu remarques que le mur a une certaine couleur. Mais si tu t'éloignes du mur, tu te rends compte que ce mur était en fait une immense et belle peinture murale. S'éloigner, c'est changer d'échelle.
remarquez des détails de taille et de finesse différentes, regardez les choses de plus ou moins près. Simonet, avant tu as dit que ce voyage nous ferait passer du monde microscopique au monde des galaxies. Mais comment ? Nous avons vu que le mélange thermique, au niveau atomique, moléculaire, entraîne un accroissement du désordre. Si nous remontons dans le temps, nous arriverons à des états de l'univers de plus en plus ordonnés. Si nous revenons en arrière jusqu'au bout, nous arriverons à l'origine de l'univers, qui est le Big Bang. Et il y a plus que ça. C'est précisément parce que le Big Bang était un état extrêmement ordonné de l'univers que le deuxième principe de la thermodynamique est valable et que le désordre de l'univers devient de plus en plus grand pour toutes les raisons que nous avons expliquées précédemment. Simonet, merci beaucoup pour cette belle conversation sur le flux du temps. Merci encore à vous pour l'invitation. Abonne-toi à ma chaîne ici maintenant et nous explorerons ensemble toutes les propriétés du temps. Nous comprendrons ce qu'est le temps, pourquoi nous le percevons de cette façon, et d'une certaine manière, étant des êtres qui vivent dans le temps, nous nous comprendrons aussi mieux nous-mêmes. Ciao!